Clés de la ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amépi, Arkea Banque, entreprises et institutionnelles, Hero et Opinion System. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Deauville pour notre numéro de décembre. Voilà, c'est la fin de l'année 2021. On est ravis d'être avec vous. Avec moi, comme c'est l'usage et la tradition, mon vieux complice du Tour de France de l'immobilier des Clés de la Ville, Olivier Marin, rédacteur en chef au Figaro Immobilier. Comment ça va, Olivier ? Très très bien, très heureux. Merci Sylvain, merci à tous d'être présents pour cette émission. Troisième rendez-vous de la saison 2 des Clés de la Ville, émission donc proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. On rappelle le principe, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité et par extension son territoire, plonger et parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme et puis les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse, décrypter les tendances et dévoiler des projets et livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et aussi des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après cette rentrée, après Dijon et Rennes, où on a eu le plaisir d'avoir les maires François Rebsamen et Nathalie Appéré, nous sommes en Normandie, on est à Deauville et au sommaire de l'émission, on est très heureux d'avoir notre grand témoin, c'est Philippe Augier, maire de Deauville. Bonjour. Bonjour. Maire depuis 2001. Oui. D'abord, dire que je suis très fier qu'après des grandes villes comme Rennes et Dijon, vous vous intéressiez à un village de bord de mer. C'est pas un village, on en parlera, mais oui. Bon. Président également, alors là, ça dépasse le cadre de Deauville, de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury. Et donc, merci à vous d'être présents. On est très honorés de vous avoir dans cette émission. On parlera bien sûr immobilier avec Éric Lehup de Citia Côte-Fleury, président de l'animation locale du fichier Amépi, partage de mandat, avec qui on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Nous parlerons logement, on parlera territoire également avec Philippe Ménigoz, qui est le directeur du marché des institutionnels et collectivités locales chez Arkea, dans la rubrique Parlons territoire. La rénovation sera à l'honneur avec Romain Villain, directeur de Hero, pour la rubrique Bien mieux. Et puis on aura le plaisir aussi d'avoir Fabienne Lissac pour avoir une étude très intéressante d'Opinion System. Voilà, et puis comme toujours, des reportages et l'histoire, les nouveautés à Deauville avec la découverte d'un lieu emblématique, c'est les franciscaines, qui mêlent le patrimoine et l'animation, qui mêlent la culture et la réflexion. Voilà, une fois de plus, un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Deauville, l'édito, c'est à vous. Les Clés de la Ville, l'édito. Cette petite ville du Calvados, il a fallu une alchimie particulière pour que Deauville accède au rang de légende mondiale. La station balnéaire s'est charmée ses visiteurs avec ses hôtels, le mythique Normandie et ses 5 étoiles, le Royal, les manoirs de Tourgeville, son casino et bien sûr l'établissement des bains de mer. Et c'est à partir du Second Empire que la Normandie connaît un réel essor touristique. Après Cabourg, puis Houlgat, la Deauville balnéaire est bâtie à partir de 1861 sous l'impulsion du duc de Morny. De quelques banquiers bien sûr et d'hommes d'affaires, elle s'impose pendant quelques années comme la destination mondaine. Mais la chute de Napoléon III signe pour la petite station le début d'une désaffection qui durera plus de 40 ans. La volonté conjointe de deux hommes, Désiré Lehoc, maire de Deauville, et Eugène Cornuchet, directeur du casino de Trouville, permet la renaissance de ce qu'on a appelé la Belle Endormie. Le casino, détruit et reconstruit en 1912, on modernise l'hippodrome, les boutiques de luxe s'installent, alors au coude à coude, Deauville s'impose par rapport à Trouville. Escale classique des plaisanciers sur la côte fleurie, chacun y trouve son bonheur. Deauville, c'est la campagne pour ceux qui ont choisi de ne pas quitter Paris. Ces célèbres planches offrent un spectacle étonnant devant une toile de fond impressionniste où les rayons du soleil jouent avec les nuages et les reflets de l'eau. Et là s'étend bien sûr les parasols multicolores. C'est l'un des rares endroits où transat et cabines de plage se marient avec la culture. Le Festival du cinéma américain est un moment fort de l'année, avec la riche programmation du Centre international et l'ouverture des franciscaines. La petite cité peut se vanter d'être un pôle culturel de premier plan.
Chacun trouve son bonheur à Deauville, les sportifs aussi. L'hippodrome de Deauville est réputé pour abriter l'un des plus grands centres d'entraînement de chevaux de course sur le continent européen. Et vous en savez quelque chose, Philippe Auchier. Mais pour trouver la belle adresse, il ne suffira peut-être pas d'être rapide, il faudra quand même un peu mettre le prix. Ce que je vous propose, monsieur le maire, c'est de découvrir un reportage tout en images qui a été tourné par notre journaliste Fabienne Lissac et le Alexandre Burkhardt, notre directeur design. On le regarde. À seulement 2 heures de la capitale, Deauville est considérée comme le quartier d'été des Parisiens. La ville normande est une véritable carte postale avec son architecture anglo-normande, son port de plaisance et sa large plage de sable fin. C'est là que tous les peintres viennent chercher les lumières à Deauville et que Coco Chanel, lorsqu'elle avait son magasin dans le Triangle d'Or, a choisi son beige Chanel avec la couleur du sable mouillé. Alors, quand on est en bateau et qu'on arrive d'Angleterre, on arrive à Deauville, le premier amer qu'on voit, c'est la piscine avec sa carcasse de dinosaure qui est la première chose qu'on voit de Deauville, de la mer. Beaucoup d'industriels ont cédé au charme de Deauville. C'est ici, à la Villa Abeille, qu'André Citroën exposait ses voitures. Vous voyez dans cette construction faite par l'architecte du Grand Rex, ces épis de fêtage, les tuiles plates qui croisent les citations d'Art Nouveau. Cette imposante demeure de style régionaliste normand répond à une commande du baron Henri de Rothschild. C'était un grand amateur de course. Il regardait ses chevaux depuis sa terrasse avec cette vue sur l'hippodrome. La villa est érigée en 1907 à l'emplacement de la ferme du Coteau qui appartenait à la famille du romancier Gustave Flaubert. Propriétaire de l'éditeur de presse américain Ralph Beaver Strasburger, à partir de 1924, la villa a conservé sa décoration, ses bibelots et notamment ses peintures avec les tableaux de l'artiste italien Enrico Campagnola qui a gagné le prix de l'art de Deauville. On est dans un ancien couvent qui était devenu une maison d'accueil pour les sœurs aînées, c'était un EHPAD pour religieuses, et la ville a fait l'acquisition de ce bâtiment et a souhaité rassembler au sein d'un même bâtiment l'ensemble de son œuvre culturelle. Ici on est dans un lieu qui a été un cloître à ciel ouvert pendant 150 ans, et Alain Moati, l'architecte, a couvert ce cloître, et le couvrant, il a eu cette idée très poétique, il a eu un très beau geste architectural qui a consisté à créer un lustre monumental inspiré des nuages des ciels normands. Il a pensé à Eugène Boudin, il a pensé à André Hambourg. Et ce nuage qui pleut, il pleut 14 285 tubes de polycarbonate qui ont été accrochés un par un sur le grill de cette verrière. En fait, aux franciscaines, les livres, les tableaux ne sont pas dans des espaces distincts, mais ils sont regroupés. C'est-à-dire que quand on présente des tableaux des grands maîtres impressionnistes qui décrivent le rivage ou le paysage normand, ils sont placés en proximité de livres qui commentent l'impressionniste ou de livres qui commentent, à travers les écrits de Flaubert ou de Maupassant par exemple, ce qu'est la nature de ce paysage et comment les écrivains ont ressenti et décrit ce paysage. Les planches, cette fameuse promenade de bois qui vous emmène jusqu'au parasol coloré, véritable emblème de la ville, on peut s'amuser à reconnaître les noms des acteurs américains tout en regardant les petits cabanons de bois. Deauville est connue jusqu'aux États-Unis, incroyable pour une petite ville de 3600 habitants, mais parmi eux, un homme et une femme, pensés par le réalisateur Claude Lelouch, refrain mythique du cinéma français.
Merci à... Voilà, bravo. Très jolies images. Tournées par Fabienne et bien sûr par notre Alexandre Burkhardt national qui a réalisé ces images, très jolies images, monsieur le maire. Les franciscaines, c'est une architecture à la fois extraordinaire et une transformation incroyable. Il a fallu une sacrée volonté pour le faire. Oui, alors ça part d'une volonté d'installer la culture au cœur de la vie sociale de la ville. J'ai toujours pensé que la culture devait être un élément central de la vie en société et en collectivité, non seulement du fait de la découverte, de l'entraînement intellectuel, tout ce que vous voulez, mais surtout, c'est un élément fondamental, un élément d'égalité des chances fondamentale. On se construit à travers la culture, on se construit à travers la lecture, et peu de choses sont organisées pour qu'on puisse accéder à la culture et de façon gratuite. Parce que là, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il y a l'ensemble de l'offre culturelle, musée, médiathèque, salle de spectacle, musée numérique, Fab Lab, lieu de conférences, de projections, etc. D'où est partie l'idée d'ailleurs? L'idée, elle est partie du fait que je souhaitais que tout le monde puisse accéder à la culture et gratuitement, parce que tout ce qui est consommé sur place est gratuit. C'est-à-dire pour les spectacles ou les expositions temporaires, faut payer un peu. Mais sinon, vous allez dans les lieux que vous venez de découvrir dans le reportage, vous pouvez prendre un bouquin, prendre un film. Il y a des endroits où on peut s'installer en famille pour regarder un film. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis on s'est arrangé aussi pour que le visiteur puisse être acteur. C'est-à-dire que vous pouvez construire votre propre exposition sur des tables numériques. Et une fois que vous avez construit votre exposition, elle est projetée sur les écrans que tous les autres visiteurs voient. C'est-à-dire que vous êtes commissaire d'exposition. Donc il y a à la fois la découverte, il y a aussi la création. Et alors, je le dis sans vraiment beaucoup de modestie, mais je crois que c'est un lieu qui n'existe nulle part au monde. En tout cas, ceux qui ont beaucoup voyagé me disent le concept n'existe pas. Et alors, je dois rendre quand même un hommage, alors évidemment à toute mon équipe qui a conçu tout ça avec moi, mais aussi à l'architecte. Parce que vous savez, souvent les architectes, alors puisque c'est Radio Imo, vous devez en rencontrer beaucoup, les architectes, souvent, ils ont un geste architectural, puis ils oublient un peu les fonctionnalités. Là, notre architecte a réalisé notre commande à la virgule près. C'est-à-dire que moi, ce qui me satisfait le plus, c'est que quand les familles ou les enfants ou les jeunes viennent visiter, ils ont envie de s'installer. Ils ont envie d'attraper des bouquins, ils ont envie d'attraper des films. Il y a aussi des tablettes sur lesquelles on est abonné sur des plateformes, genre Netflix, mais en plus petit. Et ces abonnements donnent l'accès gratuit à tous ceux qui nous visitent. Tout est conçu de cette façon-là. Donc l'unanimité et puis un retentissement même à l'international, en tout cas sur ces franciscaines. C'est pour l'instant à Paris littéralement gagnant. Pour l'instant, c'est gagnant. En 5 mois et demi, on a dépassé les 100 000 exemplaires. Là, on est à presque 120 000. On a ouvert à la fin mai. Donc, ça va très, très vite. Et surtout, je souhaite établir des liens avec toutes les institutions culturelles françaises, nationales et les plus grandes. Donc, on est en lien avec la Maison européenne de la photo à Paris, avec le Beaubourg, avec Orsay, avec le Louvre, etc. Et on essaie de créer des axes. Alors à Paris, c'est amusant parce que les galeristes, les responsables de musées, etc. viennent voir parce qu'ils se disent comment. Et par exemple, le musée de la Marine est en train de se renouveler, de se moderniser, je dirais. Et le patron du musée de la Marine est venu en se disant il faut que j'arrive à créer le même lien qu'il y a ici entre les visiteurs et le musée et la découverte qu'on peut faire dans un musée. Non, ça a été un projet passionnant, très long évidemment, et puis beaucoup d'obstacles comme tous les gros projets pour les collectivités publiques. Hein. C'est des obstacles techniques, c'est des obstacles financiers, c'est des obstacles administratifs. Sur combien d'années d'ailleurs c'est entre le moment où il y a eu la décision, la volonté, et puis le moment où on a pu rentrer on a acquis les murs en 2012. Donc vous voyez, c'est un petit 10 ans quoi. Mais c'est toujours comme ça. Et financé Alors, financer, le projet global, c'est 25 millions, acquisition comprise, et 15 millions la ville, 10 millions extérieurs, conseil régional, conseil départemental, l'État, l'Europe, et du mécénat.
Et du mécénat. Et du mécénat, on a presque 1,5 million de mécénats. Je parle uniquement des mécènes constructeurs, je ne parle pas des mécènes et des partenaires que nous pouvons avoir sur nos festivals, parce que vous parliez de notre politique culturelle, mais il n'y a pas que les franciscaines, il y a aussi tous les festivals qu'on a créés dans les dernières années, festival photo, festival du livre, festival de musique, etc. Et alors toute la politique culturelle de la ville a été transférée aux franciscaines, tout est dirigé maintenant en matière culturelle des franciscaines. Merci en tout cas Philippe Augier de nous accueillir dans ce joli écrin qu'est Deauville. Et c'est vrai qu'il y a peu de villes, de petites villes de votre taille, de moins de 5000 habitants, qui peuvent rivaliser au niveau mondial. Il faut le dire, il faut le rappeler. Alors Philippe Augier, vous êtes né le 3 septembre 1949, vous êtes maire depuis 2001. Si j'étais une femme, il ne le dirait pas, 49. Vous êtes, alors vous savez maintenant tout est public sur Internet, vous avez été un giscardien de la première heure, vous avez beaucoup œuvré en politique, vous êtes engagé assez tôt en politique, mais vous êtes surtout, et ça a été une découverte, un spécialiste de la filière équine, puisque vous avez été à la tête d'entreprises bien sûr liées à la filière équine, et vous êtes d'ailleurs depuis 1 an maintenant, je crois, président du PMU, du Paris Mutuel Urbain. Vous avez fait, on dit de vous, lorsqu'on est allé au-devant des personnes, on dit de vous, vous êtes un maire aussi constructeur et bâtisseur dans l'esprit. Et c'est vrai que le résultat que vous nous avez montré avec les franciscaines est très axé dans ce sens. Mais la ville de Deauville a développé une stratégie orientée sur le tourisme, l'événementiel culturel, le sportif. Vu la taille de votre ville, c'est un pari original. Est-ce que ce pari, Philippe Augier, est payant? Oui, ce pari est payant parce que d'abord, dans tous les classements européens et mondiaux, la ville apparaît dans les toutes premières destinations choisies par ceux qui voyagent beaucoup. Alors ça explique pourquoi la stratégie. En fait, l'économie principale de la ville, c'est le tourisme. Et le tourisme, l'essentiel pour pouvoir le développer, c'est l'attractivité. Et quand je suis arrivé, finalement, alors il y avait le Festival du cinéma américain, mais c'est pas le Festival du cinéma américain qui a fait connaître Deauville dans le monde entier. C'est les chevaux. C'est les courses et ce sont les ventes. Parce que le cheval, c'est totalement universel. Il y a des courses dans tous les pays du monde, sauf ceux qui ne sont pas encore développés. Mais dès qu'ils se développent, il y a des courses. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé dans le golf, etc. Et donc, il y a une notoriété établie, mais après, il faut que la ville vive toute l'année. D'où la création de ces festivals culturels qui jalonnent l'année. Vous apportez une temporalité voilà, dans les événements. Exactement. Comme ça, on s'ennuie jamais. Voilà. Ouais. Ça a été une vraie stratégie. Et maintenant, alors on en est à tous les événements sportifs. On a créé un triathlon il y a 10 ans. Il est devenu le premier triathlon de France. On a créé un marathon il y a 2 ans, 3 ans. C'est un des premiers aussi. Alors, vous disiez bâtisseur. Je ne suis pas bâtisseur pour être bâtisseur, parce qu'il y a des élus qui aiment bien faire de la pierre, etc. Moi, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est que nos événements, il faut qu'on les accueille, et qu'on les accueille à la dimension de Deauville, pour que précisément Deauville garde son rayonnement international. Et donc, on a créer des équipements sportifs, un pôle international du cheval qui est un des plus beaux complexes équestres en France, ce qui nous permet d'accueillir de très grandes manifestations. Alors quand on l'a fait, évidemment, tout le monde a dit que j'étais mégalo, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est 80 jours de concours hippiques par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire août, il y a une course tous les jours, en fait. Alors, absolument. La Touque et puis Deauville-Clairefontaine, en fait, ce sont les 2 hippodromes, et voilà. Il y a quasiment une course tous les jours. Au mois d'août cette année, 29 jours sur 31, il y avait des courses ici. Et alors, en plus, ce sont des clientèles très intéressantes, parce que c'est tout un monde, la filière hippique, les propriétaires de chevaux de course, etc., qui investissent la ville. C'est toute une économie qui s'est développée autour. C'est toute une économie. Alors, vous avez rappelé que, effectivement, je m'occupais des ventes de chevaux. Ça a été ma carrière professionnelle pendant une 30aine d'années. Et je me suis appliqué, j'étais pas élu à l'époque, mais je me suis appliqué à ce qu'il y ait des ventes tout au long de l'année. Quand je suis arrivé, il y avait des ventes qu'au mois d'août et au mois de décembre. Alors, après, on en a créé en octobre, on en a créé en mars, on en a créé en février. Enfin bon, maintenant il y a des ventes toute l'année. Et ça, c'est évidemment une activité majeure. Donc on a fait le pôle équestre. On a fait un pôle omnisport pour les sports en salle. Aujourd'hui, toutes les équipes nationales viennent s'entraîner ici.
en 2012, au moment des Jeux Olympiques, alors vous parliez du soleil tout à l'heure, j'avais un petit sourire en coin. Il est pas toujours là, mais en 2012, les Jeux Olympiques à Londres, l'équipe de France féminine de basket est venue s'entraîner ici. 3 derniers entraînements ici, elle finit en finale contre les États-Unis. 2016, l'Euro. Je me débrouille pour avoir une équipe en permanence pendant tout l'Euro. C'était la Croatie, 5 semaines installée à Deauville. Finir en finale de l'Euro 2016. Et alors, tenez-vous bien à la suite, 2019, Coupe du Monde de foot féminine, 4 équipes de femmes foot s'installent à Deauville, les 4 qui finissent en demi-finale et en finale. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de soleil, mais l'air donne la pêche. Et c'est super. Et à propos justement de pêche, on a le sentiment là que les franciscaines, c'est véritablement emblématique. Est-ce que c'est la fin d'un dernier dispositif culturel de cette envergure ici à Deauville? Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi importants qui vont venir? J'ai cru qu'il allait me demander si c'était mon dernier mandat. Non, c'est jamais fini. Pour l'instant, on n'a pas de nouveaux projets culturels. Parce que vous avez eu la gentillesse de remarquer que c'était beau, qu'il y a effectivement tous les usages, mais maintenant, il faut lui leur donner du contenu. Donc il faut des belles expositions temporaires, il faut communiquer, il faut donner l'habitude aux gens d'y venir, etc. Donc là on a du boulot, et puis on a tous nos festivals à organiser, etc. Sur le plan culturel, je pense qu'on a encore des choses à faire, on a encore des idées, mais c'est plutôt dans l'activité que dans le projet, comment dirais-je, immobilier ou autre. Voilà. En tout cas, je reviens au sport, c'est un élément très important. Et l'événementiel a été la base de la stratégie. Parce que l'événementiel de haut niveau, ça crée de l'attractivité. Clairement. Et ça nourrit toute une économie régionale. D'ailleurs, en 2009, j'ai fait... Parce que Sarkozy avait l'habitude de venir là, parce que Balladur avait une maison à Deauville. Et chic. Ouais. Alors Sarko, pour qui j'avais pas voté, je le vois quand il est président de la République, et il me dit comment va Deauville, etc. Je lui raconte toute la stratégie événementielle, et je lui dis d'ailleurs, il devrait y avoir une stratégie événementielle nationale. Et ben il me dit fais-moi un rapport. Et donc en 2009, j'ai fait un rapport sur l'événementiel de haut niveau comme levier de croissance. Et dans ce rapport, je suggérais, et je disais comment il fallait le faire, d'avoir l'Euro en 2016, la Ryder Cup en 2018, et là, on y a œuvré d'ici. Alors après, je suggérais aussi, ça c'était plus facile, et j'y suis pour rien, c'est les Jeux Olympiques 2024. Et donc, je crois que l'événementiel, c'est pas seulement de l'attractivité d'ailleurs, c'est aussi du lien social. Quand vous créez un grand événement quelque part, la population se fédère autour du grand événement, en est fière, accompagne. Vous voyez, par exemple, hier, j'avais un débriefing de notre triathlon de l'année. 800 bénévoles. 800 bénévoles pour faire un triathlon sur 2 jours. Et j'étais moi-même sidéré de découvrir le chiffre. Je croyais que c'était 400-500, 800. Donc c'est vous dire à quel point c'est fédérateur. Oui, et les gens sont fiers, et encore plus dans une petite ville. Parce que dans une grande ville, ça se dilue, alors que dans une petite ville, évidemment, quand il y a un grand événement ici, la ville vit au rythme de l'événement. Philippe Augier, pour cette première partie, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, justement, avec des chiffres très précis. C'est notre séquence virgule Parlons bien, avec nos amis du fichier Amépi. Les clés de la ville, parlons bien. C'est le moment effectivement de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Deauville, et par extension sur la Côte-Fleurie, avec notre invité en plateau, Éric Lehoep. Bonjour, de Citia Côte-Fleurie, président de l'animation locale du fichier Amépi, partage de mandat. Alors peut-être 3 chiffres clés. Le premier, c'est 6 000. 6 000 comme 6 000 euros, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien à Deauville, c'est plus 12%
en un an. Deuxième chiffre clé, c'est 79. Qu'est-ce que c'est que 79 ? C'est 79 jours. C'est le délai de vente moyen d'un bien immobilier à Deauville, 2 mois et demi, preuve du dynamisme et de l'attractivité du marché, en tout cas ici. Et puis le troisième chiffre clé, 20 comme 20 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'une location à Deauville. On est à plus 5% sur un an. Deauville toujours bien classé dans les palmarès des villes où investir, mais aussi les palmarès sur le cadre de vie, sur les espaces verts, sur la propreté, mais aussi le niveau de la sécurité. Alors Éric Lehoppe, vous qui êtes un des meilleurs spécialistes en fait de l'immobilier ici à Deauville et sur la région, comment se porte actuellement ce marché ? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Le marché de l'immobilier se porte bien. Monsieur le maire a déjà évoqué en partie le sujet. On est sur un marché effectivement très dynamique, avec d'énormes volumes. Et malheureusement, on n'a pas les statistiques sur la ville, parce que comme l'indiquait monsieur le maire, c'est un village. Et en fait, si on a des statistiques sur les grandes métropoles régionales, on n'a pas le volume de vente sur Deauville. C'est singulier quand même, hein, quand on y réfléchit, qu'on n'ait pas de données. J'ai interrogé pas mal d'acteurs locaux, notaires, des confrères, et on n'a pas ce chiffre. Par contre, moi j'en ai un. Oui. Puisque nous gérons environ 7500 lots sur le secteur. Alors, c'est pas propre à Deauville, mais je pense qu'on peut raisonner en termes de Côte-Fleurie. En copropriété. Hein, voilà, absolument. Et là, ce que je peux dire, c'est que depuis 2019, le volume a augmenté de 30%. Vous parlez de vente. Le volume de transactions sur ce portefeuille de 7500 lots a augmenté de 30%, c'est-à-dire, d'après moi, les chiffres que j'ai retrouvés sur un plan national, on est à peu près au double de ce qui s'est fait sur un plan national. Et sur la hausse des prix de 12% sur un an, ça vous paraît ? Je confirme, je confirme effectivement ce prix. Et on peut d'ailleurs noter... Est-ce que c'est l'effet Covid ? Alors, l'effet Covid, oui, bien évidemment. Parce que effet qu'on n'a pas compris tout de suite. Faut se rappeler qu'en 2020, mars 2020, on nous annonce la fermeture de nos agences. Donc j'avoue qu'on était tous les confrères de la place étaient un petit peu en pleine déprime. L'activité a bien fonctionné quand même. On sait alors, que je vous explique. C'est un des seuls secteurs très quand vite, même. Très vite. Ça a bien marché. Très vite. Non, mais très vite justement, très vite. On a continué d'avoir des contacts justement sur Internet et ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. Alors, dans un premier temps, on s'est dit, les gens s'ennuient, donc ils pianotent sur leur ordinateur et puis ils rêvent un petit peu. Mais c'est bien, déjà, si le rêve est là, c'est que l'envie peut suivre. Et en fait, effectivement, dès que le déconfinement a été prononcé, alors nous, ça a été en étape parce qu'en plus, il y avait aussi une limitation de déplacement. Donc, nos amis franciliens, là, en théorie, ne pouvaient pas venir, mais... Je dis bien en théorie, hein, parce que je pense, monsieur le maire pourra nous le confirmer, n'est-ce pas, qu'on a eu quelques arrivées nocturnes durant cette période. Mais très vite... Et parenthèse, peut-être juste, Philippe Augier, là-dessus, sur cette hausse de 12% en un an. Est-ce que vous vous dites, bon, ça prouve aussi l'attractivité, c'est formidable, ou ça vous inquiète quand même, cette hausse de prix, en vous disant, si ça continue comme ça... Du coup, les Deauvillais et les Deauvillaises, pour se loger, ça va pas être évident quand même. Hein. Non, parce que, attendez, là, on est d'abord dans un moment, dans un pic. Bon, voilà. Après, tous ceux qui sont dans l'immobilier vont se plaindre en disant cette ville, alors vraiment, ça baisse, etc. Enfin bon, parce que ça monte pas jusqu'au ciel, comme vous savez. Non, bon. c'est clair. Donc il y aura forcément un moment où ça se stabilisera, en tout cas. Donc vous pensez qu'on est à un point haut, là, les plus 12% je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ça ne m'inquiète pas parce que nous faisons en parallèle ce qu'il faut pour que le foncier reste accessible. Quand je dis le foncier, j'y mets ce qui est construit. Hein, voilà. Et l'hébergement reste accessible. On fait ce qu'il faut. Et puis, encore une fois, il n'y a pas que Deauville intramuros. Il y a tout un territoire autour. Quand les gens me disent « Ah, mais oui, mais c'est très cher », moi, mes enfants, quand ils ont acheté à Paris, ils n'ont pas commencé par acheter dans le 7e arrondissement. Là, pour l'instant, ils ont acheté à Montreuil. Ben, c'est la même chose. On peut acheter à 15 km d'ici. Tourgéville, Bénerville, en fait, là aussi, ça monte. Voilà, il n'y a pas de frontière, là. C'est 2 fois moins cher que Deauville. Et d'ailleurs, celui qui a une maison à Blonville, quand il dit à ses copains le vendredi soir qu'il dîne à Paris, il dit demain, je vais à Deauville. Olivier Marin. Très bien. Alors, quels sont maintenant, vous qui êtes un spécialiste, les secteurs, les coins à la fois les plus abordables, les secteurs où il peut y avoir des opportunités Parlez-nous de ce marché immobilier. Est-ce qu'il y a un bon plan voilà. Monsieur le maire disait là que l'appellation 21e arrondissement était bannie, mais on a aussi une espèce de mythe à Deauville, c'est le triangle d'or.
Moi, je n'ai pas vraiment compris non plus ce que c'était que le triangle d'or, parce que, à mon avis, c'est pas un triangle, c'est un rectangle. Donc, c'est pas tout à fait la même forme géométrique. Et si on devait le définir, pour moi, ça part de la place Morny. Place centrale, avec voilà. le marché, voilà, avec absolument. les cafés, les restaurants. Oui. On se dirige vers le nord, vers le boulevard Cornuchet, donc là, tout le front de mer. Voilà, front de mer. Ensuite, bon, on vient, comme on est là, on va jusqu'au Royal, on est juste en face, donc c'est facile à se repérer. On repart jusqu'à la rue Victor Hugo et on revient place Morny. Et là, on a à peu près un rectangle qui est le premier secteur. Et en profondeur. Profondeur, rue Victor Hugo, place Morny. Ah ouais, c'est ça. À peu près une ligne droite. Bon. Les rues ne suivent pas tout à fait Donc ce parcours, mais bon, pour moi, c'est ce que j'appellerais le rectangle d'or. Okay, rectangle d'or avec des prix qui avoisinent les prix parisiens, quoi. Presque. On peut atteindre effectivement avec une belle vue sur mer. Combien du mètre carré? 6 000 euros 10 000 euros du mètre carré. Oui, donc 6 000 euros en moyenne. 0,0. Okay. À Paris, on est en moyenne à 10 700 euros du mètre carré, donc on est à des prix parisiens. Donc là, on est un peu dans l'exception, oui, mais par contre, contrairement à la moyenne, parce que le chiffre que vous avez cité tout à l'heure est exact, mais c'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne, bien sûr. Et effectivement, derrière cette moyenne, on a des écarts relativement importants. Et entre autres, ce fameux front de mer en plein centre-ville, où on est plutôt à 7 ou 8 000 le mètre assez facilement. Qu'est-ce que l'on a concrètement pour 500 000 euros? Alors, pour 500 000 Vous divisez par 7. Ouais, voilà. Non, parce qu'il y a quand même d'autres secteurs. Après, je dirais que moi, il y a un deuxième secteur qui est le centre-ville, qui est en fait un rectangle un peu plus large, qui est en fait délimité au sud par la rue de la République, excusez-moi, ou l'avenue de la République. L'avenue. Pourtant, j'avais mes bureaux, donc je devrais le savoir. Oui, donc là, ce qui marque quand même une ligne. De la gare, voilà, on est dans l'alignement de la gare et on va jusqu'à l'église, à peu près de Deauville, où là, on a un deuxième secteur où on est sur des prix qui sont un petit peu plus abordables. 6 7 000 quand même, là. Ça peut atteindre ce prix-là. 9. En neuf, mais ça peut atteindre aussi sur des appartements d'exception dans ce secteur-là, avec une vie dégagée et autres. Et on voit bien que ce qu'on pourrait appeler, nous, avec les défauts parisiens qu'on nous connaît, les premières ou deuxièmes couronnes, il suffit de faire quelques kilomètres pour finalement avoir une décroissance de prix plus attractive. Sauf que là, on n'est pas sur des couronnes, on est plus sur une succession, en fait, je dirais, de rectangles qui part du point zéro, disons, le front de mer. Exemple, je sors de Deauville, je vais à Saint-Arnoux, par exemple, ou je vais... Saint-Gatien, Géville, Bénerville, Blonville. Là, est-ce que on a une décroissance? Alors après, il y a encore, Deauville, c'est quand même, même si ça fait que 360 hectares, je dirais qu'il y a encore un troisième secteur qui est un peu à la périphérie, avec des quartiers un peu particuliers. On peut citer par exemple Port-Deauville, qui est un petit peu à l'écart, qui est un peu particulier, une architecture... Et avec des prix plus abordables? Pas forcément. Pas forcément. La Presqu'île, donc, qui est effectivement un quartier en devenir, donc pour l'instant, on n'a pas tellement, nous, de recul sur la revente, parce que la plupart des appartements viennent d'être livrés. Il y a ce qu'on appelle aussi ce que j'appelle moi aussi le résidentiel plage, c'est la rue des Villas. Donc, alors, rue des Villas qui est plus la bien nommée, parce que là, c'est justement une rue où il n'y a plus du tout une seule villa, mais où il y a eu des villas, et ces villas ont été détruites et remplacées par des immeubles d'un très bon standing, avec de belles vues sur mer. Et puis, je dirais que le dernier point, il y aurait le pied du Mont Canisy, qui est aussi un secteur qui est très prisé, avec des vues mer aussi pour... certains logements, une vue mer avec plus de recul, avec parfois le champ de course et autres. Et on a des prix toujours aussi élevés. On est un peu moins élevé, on sera plus aux alentours de 5 ou 6 000 sur ces secteurs-là. Du mètre carré. Avec de très beaux appartements aussi. Et le marché de la location, alors? Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce marché de la location? Alors, le marché de la location, le marché de la location, marché d'investisseurs à Deauville, il n'existe quasiment pas, parce qu'on va tomber sur des rentabilités trop faibles. d'1,5 ou 2%. Monsieur le maire ne semble pas d'accord. Exprimez-vous. Non, mais c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'avec précisément ce système de location à la semaine, au week-end, à la nuit, etc., vous avez une rentabilité, mais absolument extraordinaire. Je ne parlais pas de celle-ci, moi. Non, mais j'ai bien parlé de la location classique. Moi, je parlais de la location à l'année pour les gens du cru. Oui, mais aujourd'hui... Celui qui achète... parce que ça m'inquiète. Là. Je reviens sur l'aspect Airbnb. L'un des problèmes, c'est un problème national, c'est pas ici, c'est que les gens préfèrent louer
à la nuit, au week-end, à la semaine, etc., plutôt que de louer à l'année. Résultat, pour trouver quelque chose à louer à l'année ici, c'est très compliqué. Ah oui, c'est ça qui me dérange le plus en réalité dans cette affaire-là. Et alors, pour dire, pour aller un peu plus loin, moi, ma préoccupation, c'est qu'il y a de plus en plus comment dirais-je, de charges pour une municipalité. D'abord parce que l'État se décharge beaucoup, ensuite les citoyens sont de plus en plus exigeants. Je ne sais pas comment, à terme, les collectivités publiques vont financièrement vivre. Alors évidemment, il y a la fiscalité. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Si on veut en mettre pour 5% de plus chaque année, c'est facile. Sauf que nous, on essaie, alors grâce évidemment à notre notoriété, et au fait qu'on est à 2 heures de Paris, on essaie de créer des recettes de fonctionnement qui ne soient pas fiscales. Donc, nous acquérons et nous louons nous-mêmes, la ville. On a plusieurs villas, on a plusieurs appartements que nous louons. Et je peux vous dire qu'on n'est pas à ce pourcentage-là. Hein. C'est mieux. Non, mais Par exemple, la magnifique villa qui est juste derrière, là, elle est à vous. Villa Namouna, elle est à la ville. Avant, elle servait 2 mois par an pour accueillir les CRS maîtres nageurs avec leur famille. Les mecs, ils se battaient pour venir. Hein. Ouais. Et quand je suis arrivé, on l'a restauré. Aujourd'hui, on en a fait un produit de location. Et c'est entre 80 et 100 000 euros de loyer par an. Ah oui. Mais oui, parce que la semaine, c'est immédiatement 5-6 000. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un vrai... Et alors, depuis que j'ai raconté ça à mes copains maires, et tous ceux qui peuvent le faire, ils le font, parce que c'est une vraie recette de fonctionnement hors fiscalité. Merci beaucoup, Éric Loeb. Je rappelle que vous êtes le patron de Citia Côte-Fleurie. Merci beaucoup. On a appris plein de choses avec vous, et on va entamer maintenant un sujet qui est important pour vous, monsieur le maire aussi, c'est bien sûr la rénovation énergétique, qui est un vrai sujet. Les clés de la ville, bien mieux, avec Hiro. C'est la séquence Hiro avec bien mieux, c'est ceux qui nous éclairent sur des chiffres et des données, monsieur le maire, sur la rénovation énergétique. On sait que c'est le chantier du siècle, hein. C'est un chantier estimé, un marché estimé à plus de 100 milliards d'euros, 3 dates importantes, 2023-2025, jusqu'à 2034, pour réduire les lettres, vous savez, les fameuses lettres A, B, C, D, E, F, G, pour arriver jusqu'à E, peut-être encore un peu plus, en 2034. Ça représente plusieurs millions de logements. C'est un vrai sujet pour les propriétaires bailleurs, mais aussi pour les propriétaires occupants. L'enjeu de la rénovation énergétique est un sujet aujourd'hui majeur. Hiro, juste quelques mots. Romain Villain, vous êtes le directeur marketing de Hiro. Quelques mots. Hiro, le rôle d'Hiro, c'est une plateforme qui centralise en fait l'ensemble des demandes sur la rénovation énergétique. Oui, bonjour à tous déjà. Donc Hiro, on accompagne de plus en plus de particuliers à estimer le montant de leurs travaux, à estimer aussi le montant de leurs aides, donc certificat d'économie d'énergie, C2E, MaPrimeRénov'. Qui va devenir France Rénovation en janvier. À trouver le bon professionnel RGE pour réaliser les travaux. Alors, RGE, et puis on les accompagne, RGE, reconnu garant de l'environnement. Ouais. Alors c'est important. Et puis on les accompagne jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention des aides. C'est important le label. Non mais c'est hyper important parce que vous savez, entre la chaudière à 1 euro, etc., il y a beaucoup de faiseurs dans ce métier. Avec Olivier, on a couvert beaucoup d'événements, on a beaucoup écrit sur la question. Entre les arnaques, les dispositifs et ceux qui vous font rêver, il faut quand même y voir clair. L'avantage, c'est que vous arrivez à décrypter finalement cette actualité et à donner les bons conseils et les bonnes entreprises. Hein. Exactement. Ça, 65 000 professionnels reconnus garants de l'environnement. Alors, dans une ville marquée par une forte identité patrimoniale, c'est le cas de Deauville, la légende mondiale, que signifie ici mettre en œuvre des projets de rénovation? Est-ce que Deauville est une bonne élève? Alors, Deauville est très atypique. Déjà, Deauville s'est doté d'une AVAP. Alors, le terme ne parle peut-être pas à tout le monde. Voilà. Aire de mise en valeur de l'architecture et de patrimoine. Très concrètement, ça sert à protéger et valoriser l'habitat, faire en sorte que le style, l'esprit architectural des lieux soit conservé. Et donc cette AVAP couvre une très large partie de la ville de Deauville, voilà, sur 5 secteurs. Et dans ces secteurs, les projets de rénovation sont finalement très réglementés. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais, quelques exemples. Quelques exemples, on ne peut pas
On ne peut pas, par exemple, installer une climatisation ou une pompe à chaleur sur une façade. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas non plus installer des panneaux photovoltaïques sur une toiture. Ah bon ? Non, tout ce qui est visible en fait de l'espace public, oui, voilà. D'accord, ce qui ne se voit pas. Donc vous avez le centre-villa, les pavillons Verdun, les bassins de plaisance, ports, gares, jetées de ville, secteur du coteau, l'espace qui allie végétal et construction. Vous avez identifié tout ça, donc c'est une particularité qui est spécifique à Deauville, comme d'autres villes qui ont ces fameuses AVAP. Exactement. Donc ça va assez loin, ça va même jusqu'au choix des matériaux pour les ouvertures. Le PVC est à éviter dans certains secteurs. Voilà. Voilà, et puis les volets, dès que le coffrage est visible de la rue dans certains secteurs, voilà, ça c'est pas autorisé également. Donc ça veut dire que les entreprises, juste une question, qui bosseraient sur de la réno énergétique, elles doivent être sacrement qualifiées ici, là. Ouais. Monsieur le maire, vous avez... Ah oui. Alors, c'est amusant que vous citiez le PVC, parce que je vous disais que c'était politiquement pas facile d'avoir fait la protection du patrimoine. Et dans la protection du patrimoine et dans le règlement, parce que la VAP, en fait, c'est ce qui a succédé, parce que on change de sigle tous les 3 ans, c'est ce qui a succédé à la zone de protection du patrimoine. Après, il y a eu le secteur patrimonial, je ne sais plus quoi, remarquable, le SPR. Bon, oui, voilà. Tout à fait. Bon. Maintenant, on est à la VAP. Et donc, j'ai interdit le PVC. Alors, tous les types qui faisaient du PVC sont venus me voir, parce que quand vous avez des jolies villas et que vous avez une clôture en PVC, c'est quand même pas bon. Donc, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je dis, vous allez faire des clôtures en bois. Parce que là, vous allez avoir des marges d'enfer. Alors que votre PVC, vous avez des marges comme ça. Oui, à l'identique de l'origine. Oui. Et baladez-vous. Et pas plus cher. Alors c'est beaucoup plus cher, mais Deauville ça se mérite. Et donc, d'accord. Mais voilà, il faut savoir. Parce que dans tout ce que vous dites, il y a aussi la volonté politique. Ah oui. Alors il faut oser évidemment, mais il faut savoir jusqu'où on va. Alors sur la rénovation énergétique, moi j'ai fait un plan pluriannuel pour tous les bâtiments communaux. Parce que vous parlez du logement, mais il y a tous les bâtiments communaux de toute nature. Il y a l'école, il y a le restaurant scolaire, il y a le foyer des anciens, il y a le machin. Bon, c'est pas de l'hébergement, enfin c'est pas du logement, pardon, mais voilà. Et donc on a un plan pluriannuel sur, je crois que c'était 5 ans. On doit être à la 4e année, 3e ou 4e année. Et où on s'est engagé à protéger énergétiquement l'ensemble de nos bâtiments communaux. Ça, c'est un enjeu important. Alors justement, si on couvre effectivement les éléments des 5 grands secteurs de la VAP, avec la note qu'on peut avoir, on peut tomber dans la VAP. Alors, ensuite, où on est Deauville... Je voudrais dire un truc, parce que avant, on avait une permanence à la communauté de communes qui était une permanence pour renseigner les gens sur ce qu'ils pouvaient faire. Une ALEC ? Et puis, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais enfin bon, voilà. Et donc, et puis il y avait de moins en moins de monde. Alors on l'a arrêté, mais maintenant j'ai compris pourquoi j'ai de moins en moins de monde. Il a fait sa plateforme. Ils sont sur Hydro-Québec. Oui, les ALEC, donc merci, on a économisé la permanence. Voilà. Les communes, pour le public qui nous écoute, ce sont les agences locales pour l'énergie et le climat. Alors où en est Deauville du point de vue de la rénovation énergétique de son parc de logement ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors, on a quelques chiffres. Déjà, un premier bon point. Vous nous avez, en plus, d'ailleurs, j'ai vu dans le projet d'émission, vous nous avez trouvé des cas pratiques, parce que ça, c'est hyper intéressant, les cas pratiques. Et puis, on a des cas très différents, qu'on soit selon les quartiers de Deauville, ça donne tout ou de suite bien en périphérie. idée, Complètement. Déjà, je voudrais commencer par un premier bon point pour la ville, ou du moins la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, puisqu'il y a la mise en place d'aides financières supplémentaires, en plus de ce que permet l'ANA, et elles vont entre 10 et 15% du montant des travaux, dans la limite de 3 500 € par logement. Donc voilà, c'est un plus. Top, ça. Et on a regardé... Et ça se cumule avec MaPrimeRénov'. Hein. Exactement. Ça se cumule. Et on a regardé les DPE, des logements à Deauville, sur près de 1400 DPE, donc réalisés sur plusieurs années. Ce qu'on voit, c'est que les appartements anciens et maisons ont une majorité de E. Et en cumulant les E, F et G... La moyenne. Voilà, c'est plus de 68% du parc d'appartements anciens. Et 50 qui seront interdits à la location dans quelques temps, 2023. Oui. Progressivement, on commence par les G et on va jusqu'à eux. Exactement. Et
pour les maisons, on est sur 50% du parc de maisons E, F ou G. Et si on compare, le mois dernier, on était à Rennes, on était à 35% du parc de maisons et 37% du parc de logements à Rennes. Donc ça veut dire que toutes les étiquettes D sont vouées à disparaître, on est d'accord. Ça veut dire que gros chantier sur la commune, hein, on est d'accord. Ça veut dire que Deauville, pour conserver son attractivité de location, doit investir, en tout cas le résidentiel privé doit investir dans la rénovation énergétique à Deauville. Alors 2 questions rapidement. Est-ce que vous auriez un exemple de projet de rénovation énergétique à Deauville, très concret? Et la deuxième question sous-jacente, bien évidemment, bon, les investisseurs, les bailleurs privés sont toujours intéressés au rendement, bien évidemment. Est-ce qu'on a des incidences sur l'augmentation de la valeur de ce qu'on appelle la green value, la valeur verte, si on fait des travaux? Alors, on a essayé de pousser un exemple. Je vous montre la photo. C'est une maison, une demeure avenue de la République, une très belle demeure, donc qui date de 1900. Allez-y, en fait, faites tourner. Qui date de 1947. Voilà, à la caméra. Donc c'est celle, la deuxième en partant de la gauche. Donc qui date de 1947 sur 3 niveaux, un terrain de 500 mètres carrés, une surface habitable de 170 mètres carrés. Voilà, on est dans le secteur du centre Villa, donc très très belle demeure. Elle s'est vendue en février 2018 740 000 €. Et elle avait une étiquette énergie F. Et ce qui implique une valeur environ 11% inférieure au marché du fait de sa classe énergétique. Aujourd'hui, sans travaux, voilà, on parlait tout à l'heure de l'augmentation du marché de l'immobilier. Sans travaux, elle vaudrait environ 810 815 000 € net vendeur. Voilà, on estime la hausse à 10% sur 3 ans. Maintenant, pour améliorer significativement la performance énergétique, voilà, on a regardé ce qui était possible de faire, l'isolation par l'intérieur, etc., remplacer la chaudière, remplacer voilà, tout le système de chauffage. Globalement, on en aurait pour 100 000 €. 100 000 € de travaux. Et pour ces travaux, on pourrait estimer avoir entre 15 et 20 000 € d'aide entre le certificat d'économie d'énergie et MaPrimeRénov'. Et MaPrimeRénov', ça dépend du coup des revenus des propriétaires. Voilà, des conditions de ressources, exactement. Donc on a regardé, et après on a regardé aussi quelle serait sa valeur. Globalement, avec 100 000 € de travaux, on pourrait estimer passer cette maison en classe énergétique C. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien pour une maison de 1947. Et donc là, on serait sur environ 190 000 € de valeur supplémentaire liée à ces travaux. Donc 100 000 € de travaux. Donc non seulement amortissement des travaux, donc bien évidemment on récupère ces travaux, mais aussi une plus-value qui est faite grâce à... Donc ça, c'est complètement établi. Donc du coup, c'est un chantier qui va se développer. Donc les prix vont certainement effectivement s'aligner là-dessus, puisqu'il faut rappeler que dans le texte de la loi qui a été adoptée le 21 août 2021, loi climat et résilience, les propriétaires bailleurs ne pourront plus louer au-delà s'ils n'ont pas fait les travaux. On est d'accord Exactement. Merci beaucoup, Romain Villain. Applaudissements pour Romain Villain. D'autant plus que Romain, c'est votre première intervention sur Radio Imo, parce que nous avons le fondateur. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Oui, Philippe Ménigos, bonjour. Bonjour à tous. Directeur du marché des institutionnels et collectivités locales, Arkea. Donc pour cette rubrique Parlons territoire. Alors, traditionnellement, on parle plutôt du neuf, mais on va élargir avec vous. On dit quand même quelques mots du neuf, notamment Deauville, Côte-Fleurie, Normandie. 10 000 € prix moyen au mètre carré d'un logement neuf à Deauville. Bon, on va dire peut-être la fourchette basse, mais enfin bon, autour de 10 000 €. 3 900 € prix moyen au mètre carré d'un logement neuf à Caen Métropole. Ce sont les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers, pour avoir comme ça une idée. 3 800 € par mètre carré. Là aussi, c'est au Havre. Le Havre qui baisse au niveau des prix. C'est l'un des seuls secteurs où ça baisse au Havre. C'est assez étonnant. Oui, non, ça un commentaire. Bon. Je suis navré, mais ah bon, parce que c'est pas 10 000 de moyenne à Deauville et loin de là. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, 10 000 c'est le haut de la fourchette. Bon, donc voilà, c'est bon. Ça c'est un faux chiffre. Je suis pas sûr que le prix moyen à Caen soit de 3 900. C'est ce que nous donne la Fédération des promoteurs immobiliers. Mais bon, pour le
j'entends pour bien. le neuf, oui. Et au Havre, c'est pas en baisse, c'est en légère hausse, très légère. Hein. Mais là aussi, ce sont les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bon, pour mettre tout le monde, ils veulent créer une dynamique. Je vais être sympa, je vais mettre tout le monde d'accord, si vous le voulez bien, parce qu'effectivement, les bases statistiques sur Deauville, les bases statistiques sont trop faibles. Et donc, évidemment, parce qu'on en parle d'immobilier neuf, vu le peu de programmes qu'il y a, et si on compare avec des villes beaucoup plus importantes, il suffit d'avoir une année un immeuble vue sur mer, avec des logements de grande taille, c'est-à-dire ce qui n'existe nulle part. Vous pouvez confirmer, monsieur le maire. Là, on va avoir effectivement une envolée des prix, et le 10 000 €, effectivement, on peut le trouver. Mais sinon, effectivement, quand on va redescendre sur les programmes neufs, on est plutôt autour de 8 000, 9 000, ce qui reste quand même une fourchette très très haut. Et donc la logique, c'est pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a ? Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a ? On voit bien qu'on a le plaisir de vivre à Deauville, absolument. C'est un peu l'objet de mes propos, parce que finalement, on achète au prix de Paris, mais on n'a pas la Tour Eiffel, on n'a pas la Défense, on n'a pas les bureaux. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là ? On a une mer magnifique, on a un hippodrome, on a une qualité de vie exceptionnelle. Exactement. On a beaucoup plus que la Tour Eiffel ici. On a une perspective. Dans les chiffres, parce que là, en fait, on est sur un immobilier très très atypique, on est sur un immobilier du littoral. Un immobilier du littoral. Protégé par la fameuse loi Alors c'est littorale. effectivement avec plein de protections sur la loi littorale, avec des tensions extrêmement fortes, parce que finalement, vous l'avez dit précédemment, il y a très très peu de foncier, donc très peu d'opportunités, encore moins d'avoir du neuf dans les programmes, d'autant que la municipalité effectivement est très vigilante sur les programmes immobiliers et essaye de réguler finalement un marché qui par lui-même pourrait être en déséquilibre s'il n'y avait pas une intervention de la puissance publique et des élus en particulier. Et c'est là où en fait où on retrouve qu'est-ce qu'on a pour un prix immobilier cher, c'est qu'on est sur une collectivité de 3 600 habitants l'hiver ou à l'année, mais si on multiplie lorsque tout le monde vient au Grand Pic, aux grandes manifestations l'été et encore plus s'il y a un festival et 25 000 qui dorment. Ouais. Et donc on multiplie par 10. C'est énorme. Et donc multiplier par 10, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on achète dans une petite ville, en termes de taille, mais avec tous les équipements d'une grande ville. Parce qu'évidemment, derrière, ça veut dire que pour acquérir et avoir cette attractivité, c'est effectivement l'attractivité du territoire, eh bien, il faut avoir un équipement extrêmement fort. Et c'est là où je suis on peut réfléchir à l'immobilier durable et cette vision de très long terme que vous avez évoquée, qui est chère au cœur de la banque Arkea, qui est une vision d'immobilier durable, une vision, permettez-moi de dire, ESG, environnement, social et gouvernance. Gouvernance, c'est celle de la collectivité qui essaye de réguler, évidemment par une intervention. Et puis, environnement, ça a déjà été cité, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a des pressions très très fortes sur l'environnement compte tenu de la taille de la population, sur l'eau, sur l'assainissement, sur les déchets. Et évidemment, tout ça, ça veut dire beaucoup de services sur des équipements divers et variés. Donc, avec effectivement... On a l'impression de plus en plus, d'ailleurs, on fait le tour de France avec Sylvain de nombreuses villes, et on a cette opposition à sortir de plus en plus d'opérations. Est-ce que vous-même, vous avez bloqué ou certains permis ou pas du tout Alors, d'abord, ça a été notre préoccupation. Quand on a fait la zone de protection du patrimoine, sachant qu'en sauvant les maisons, ce seraient des immeubles en moins, on a été très vigilant à ce que la constructibilité continue à exister. Oui, on n'a pas cherché du tout à geler la situation. Voilà. Alors après, il faut que les programmes correspondent à l'idée qu'on a. Je vais vous donner un exemple. La presqu'île de la Touques, c'est cette langue de terre qui est en face de la gare qui nous sépare de Trouville. Par des acquisitions foncières, on maîtrisait la ville complètement le foncier. Et au lieu de faire immeuble après immeuble, etc., j'ai voulu faire un truc avec une vision globale. Ouais. Donc je me suis dit, il y a 6 hectares là qui étaient une friche industrielle en réalité, et je me suis dit, il faut y mettre tout ce qui nous manque. Bon, alors on y a mis une résidence de tourisme de plus de haut de gamme, mais surtout je voulais que ce soit un quartier qui vive, donc il fallait y mettre des commerces, des bureaux, etc., etc. Et on a décidé, quand on a fait le concours d'architecte urbaniste sur le global, on lui a dit, on veut la moitié de ce à quoi on a droit en termes de densité.
justement pour que ça garde des espaces, sûr, des places qui soient végétales, minérales, etc. On avait droit, il n'y a plus de COS aujourd'hui, mais avant, à cette époque-là, il y en avait encore, on avait droit à 1,7, on a fait à 0,85. Bon, voilà, alors on ne bloque pas, mais j'ai bien aimé le terme de vigilance. Très attentif, vigilant. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a aussi ça. Pour ce prix-là, c'est-à-dire que on a des espaces, on n'est pas. Regardez mes prédécesseurs qui n'avaient pas la zone de protection du patrimoine et qui donc n'avaient pas le moyen d'empêcher les villas de se vendre et les promoteurs de pousser des. Leur vigilance à eux, elle a consisté à ce qu'il n'y ait pas un mur de béton. Regardez la Baule. Bon, ils ont fait des immeubles, mais des immeubles qui font 4-5 étages, avec des espaces, avec beaucoup d'espaces verts, etc. D'ailleurs, quand j'ai fait la zone de protection du patrimoine, j'ai aussi, ça s'appelle ZPPAUP, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. C'est-à-dire que vous pouvez aussi protéger les cônes de vue, les jardins, etc. Et d'ailleurs, on n'en a pas protégé assez, et on vient de modifier notre AVAP pour pouvoir protéger des jardins où certains promoteurs, ils avaient l'équivalent de cette pièce, et ils avaient de la constructibilité. Alors ça, non. Coller aux villas, coller machin, non. Là, on bloque. Dernière question à Philippe Ménigos. Alors, Philippe Ménigos, les perspectives sur le territoire. Alors, les perspectives sur les territoires, elles sont bonnes, mais finalement, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ce qu'on voit sur Deauville, c'est très précurseur de ce qu'on voit sur l'ensemble du littoral français, puisque finalement, Deauville a été, effectivement, c'est un peu Paris-Plage pour une autre station balnéaire bien connue, petit clin d'œil, mais finalement, c'est une grosse pression sur l'ensemble de l'immobilier ailleurs. Et les pratiques, effectivement, de régulation qu'on voit et qui sont faits également sur le social, finalement, c'est ce qui doit inspirer aussi beaucoup de collectivités et beaucoup de stations balnéaires sur le littoral, partout. Donc, les possibilités, et donc, évidemment, si on se projette un peu, elles sont, j'ai tendance à dire, tout passe au vert, ce qui me permet de passer encore sur l'aspect environnemental, parce qu'effectivement, derrière, c'est... les possibilités, c'est aussi de se projeter effectivement vers des nouvelles formes d'habitat. Je parlais d'eau, d'assainissement, parce que ça, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps. Bien sûr. Aujourd'hui, si on veut venir télétravailler plusieurs jours, ça va être aussi des investissements, par exemple, sur le très haut débit, qui est un enjeu au niveau du territoire pour avoir des barrettes suffisamment importantes pour acquérir et faire venir des Parisiens, mais qui travaillent, et ça veut dire changer aussi la nature de la population, parce qu'aujourd'hui, on a quand même naturellement peut-être plus de personnes retraitées qui viennent, mais il faut garder les actifs. Applaudissements pour Philippe Ménigos, nos amis d'Arkea Banque. On va conclure sur un dernier sondage qui a été fait sur la perception, ça va vous intéresser, des agents immobiliers. Ça s'appelle Vos avis comptent avec nos amis d'Opinion System. Merci Philippe Ménigos. On enchaîne tout de suite avec cette dernière séquence. Les clés de la ville. Vos avis comptent avec Opinion System. Fabienne, une étude IFOP a été publiée sur la perception des agents immobiliers et apparemment, ça s'améliore. Mais effectivement, il y a 5 ans, la loi Allure, comme vous le savez, entrait en vigueur pour encadrer les métiers de l'immobilier, en poursuivant l'objectif de restaurer la confiance avec une profession qui est absolument indispensable. Et effectivement, Sylvain, il y a du mieux. Ce qui ressort de ce baromètre de Opinion System sur la perception et l'attitude à l'égard des avis clients, c'est le chiffre de 7,3 sur 10. Un chiffre élevé, c'est la note moyenne de satisfaction globale attribuée par les Français à leur agent immobilier. Et puis ça monte, plus 9% par rapport à 2016. Quant à la note attribuée par les clients aux agences adhérentes à Opinion System, alors là on est à 9,4 sur 10, une très très bonne note. Autre chiffre dans cette étude faite par l'IFOP pour Opinion System, eh bien ils ont regardé quels sont les piliers de la relation client. Quand on parle d'agent immobilier, bien évidemment, il y a cette relation, cette dimension humaine extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qui ressort ? 1, l'accueil général, 7,8 comme note. 2, la compétence de votre interlocuteur, 7,5. La qualité du service, 7,4. L'accompagnement, le suivi, 7,2. Et le rapport honoraire-service, 6,7. On pourrait penser que le prix, il n'y a que ça. Eh bien non, on sent cette dimension sur la relation humaine. Il ressort dans cette étude demandée par Opinion System que les avis clients, de demander ce que pensent des personnes qui ont déjà eu une expérience de l'agence, c'est une réalité qui est devenue
incontournable. Plus de 8 particuliers sur 10 interrogés recherchent les avis clients avant d'acheter un produit ou un service. Avant, on faisait ça pour les restaurants, après on s'est mis à faire ça pour les vacances. Et bien, dans l'immobilier, c'est entré dans les mœurs. Merci beaucoup. Applaudissements pour Fabienne Lissac. Vos avis comptent. Voilà, c'est la fin de cette émission. On était ravis d'être avec vous, Philippe Auger, maire de Deauville. C'était un vrai plaisir, ne changez rien. Et on se retrouve le mois prochain. Nous serons à Brest, Olivier Marin. On sera à Brest, effectivement, le 22 janvier. Le 17 février 2022, nous serons à Marseille au mois de mars, à Cannes le 17 mars à l'occasion du MIPIM. Et puis, on aura aussi la ville d'Enghien-les-Bains. On aura Clermont-Ferrand, Bayonne, enfin voilà, de très beaux programmes pour l'année 2022. Merci à tous et merci infiniment, monsieur le maire. Merci à vous et venez à Deauville. Merci. Les Clés de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amépi, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, Hero, Opinion System.